Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Échec et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui mélange les échecs et les politiques. Ce n'est pas ça. Et ce soir, c'est Laurent Wauquiez, le roi de la loose, le prince de la perdance, qui se lance sur l'échiquier. Tout de suite maintenant, c'est parti. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. On ouvre le... attendez, j'ai... Ah oui, mais non, mais là, je suis en plein écran, vous voyez rien. Vous voyez juste ma tête. Attendez. Non, parce que... Voilà, attendez. Attendez. Hop, 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 hop. En fait, je sais qu'il y a un truc avec les scènes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils appellent ça des scènes. C'est pour faire cinématographe. Mais j'ai essayé, hein, mais la caméra se reste figée quand je change de scène. Enfin, ça marche pas du tout. J'ai allumé le micro. Oh, mais ce soir, c'est comme tous les soirs. Oui, j'ai allumé le micro. Alors c'est parti, joue au 4, on va jouer la carocade. Une ouverture pour toute une vie. C'est ma devise. 2 ouvertures pour une vie, ça suffit. Après, on bidouille. Ok. Vas-y. Montre-moi ce que tu sais faire. Du coup, là cette fois, quand il met son fou là, j'ai plutôt tendance maintenant à mettre mon fou en F5 parce que sinon, je peux me le faire avoir. Mais s'il met son fou ici, je mets mon fou là. Hein. Voilà, on va lui faire pousser ses pions. Il met en échec, je couvre avec mon cavalier, il n'y a pas de souci. Après, je vais pousser le pion. E en E6. Alors, est-ce que c'est dangereux ça? Ah. Bah, pas spécialement en fait. Parce que son fou là de case noire, il va venir en G5, attaquer madame. Mais moi j'aime bien la... Si le fou il sort, j'aime bien la mettre là. Donc bon, pour l'instant il sort pas. Bah on va sortir le cavalier tranquillement. Hein. Pourquoi il a poussé ce pion? C'est étrange. Ah, il veut sortir sa dame ici? Hein, peut-être. Ok. Bah, j'avance mon cavalier. Je pense que sa dame, elle va venir ici en A4. Pour menacer de prendre et reprendre de la dame. Non, finalement, il joue pas ce plan. Bien. Je vais développer mon fou de case noire. On va le mettre sur une belle diagonale, je sais pas trop. Celle-là, peut-être. Ici, non, bah là, attaque cette case. Pour l'instant, il n'y a pas urgence. Bah, je vais roquer. Hein. Ça joue très classique. Alors, ça, c'est pas classique par contre. Il veut que son cavalier rebondisse ici pour attaquer le mien. Ou alors il va rebondir là. Je sais pas. Ok, bon, je joue. Je pose une question à son fou de case blanche. Je joue dame B6. C'est à moi de défendre. Donc je laisse un peu faire le jeu. On joue contre Zetap 07 964 Elo Argentine. Donc là, il a joué les meilleurs coups. Il n'a pas joué les meilleurs coups, mais il a joué des coups assez. Je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'espace. C'est étrange. Bon, je vais mettre ma tour E devant. Est-ce que je mets ma tour E devant sa dame? Il faut réfléchir à un plan, mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui se dégage. Qu'est-ce qu'il a comme faiblesse, ça? Ça, c'est une faiblesse. C'est tout, c'est défendu.
Est-ce que je pourrais venir l'attaquer plus tard? Je ne sais pas. Mon cavalier, il peut pas revenir là à cause de ce pion. Bon. Quand tu sais pas quoi foutre, tu pousses un pion, hein, comme dirait l'autre. Ok, je vais quand même faire ce que j'ai dit. Mais je vais plutôt mettre la tour D ici, la tour E là, je pense. Mais c'est une fourchette, ça, Antoine. Alors, c'est une fourchette. Mais est-ce que c'est bien grave? Parce que ça sacrifie une pièce. Mais laquelle? Laquelle on sacrifie? Bah le fou forcément si je veux gagner un pion. Alors faut voir où je mets mon cavalier. Alors là il m'a pris une pièce mais par contre c'est open bar sur son roi. Hein. Je saurais pas dire mais... Par contre va pas falloir faire la... Comment ça se fait que j'ai pas vu cette fourchette? Ah oui mais c'est à cause de la... Et oui c'est vrai que le pion peut avancer de 2 cases. Je me fais toujours avoir. Mais merde putain. Bah alors là j'ai vraiment... Là, jusque là, je me disais c'était possible de gagner. Hein. Là, c'est impossible de gagner. Là, je devrais abandonner limite. Non, mais alors là, c'est quoique, parce que Dame H8, tour G8. Ouais, il va vouloir échanger tout. Bah oui, évidemment, il y a une pièce d'avance. Ah, vas-y, on y va pour Dame H8, tour G8. Roi H8, pardon. Alors, par contre, ce pion, j'ai pas envie de le perdre. Chier. De toute façon, merde, on est dans la merde. Oh, mais ce pion devient faible. Ouais, ceci dit, je peux récupérer le cavalier avec le fou là. Hein. C'était pas prévu, mon gars. Bah oui, il peut pas reprendre. Le pion est cloué. Il doit se dire ah putain, mais il est trop fort en calcul. Ah, et madame, elle arrive direct. Ah, là, par contre, faut qu'il s'en aille. Du coup, on a un pion de plus. La vache. On revient dans la partie là. Et ouais, mon gars, t'as cru que c'était. Il a vu que c'était Laurent Wauquiez. Il s'est dit je vais gagner facilement, mais. Bon, là, ce pion, il saute par contre. Mais je m'en fous, je veux tour G8. Ah ouais, non, mais ce pion aussi va sauter si je fais ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je veux tellement tour G8. J'ai envie de faire ça. Il va prendre là. Ah, je peux pas prendre là du coup. Merde. Ok, c'est pas très grave. On est comment au niveau du matos? C'est égal? Bon, je vais menacer sa tour. Ça, je gagne un coup. Et après, peut-être on joue Dame G2, G7. Au lieu de tour G8. Madame en face du roi. Commence à faire peur. On est solide. Ok. On pousse. T'as cru que tu protégeais, tu protèges que dalle. Vas-y. Prends. Ah, il prend du cavalier.
Ça dégage. Ça dégage pas. Ça peut pas dégager. Toujours cloué. Toujours cloué. Le joueur argentin dans les cordes. Il voit trouble. Il voit trouble. Il voit des tronçonneuses partout. Il y a Javier Milei dans son dos. Comment tu vas te soigner maintenant? Et il abandonne. Allez, Laurent Wauquiez. Hop, 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 hop. Oh là là, c'était du sale. C'était du sale. Allez, on en refait une. Oh purée. Ah, j'aime bien quand j'ai perdu, mais que j'ai quand même gagné derrière. Ah, ça, c'est bon, ça. Allez, E4. La deuxième ouverture, l'écossaise. On est chaud. Alors là-dessus. Là-dessus, je sais plus. Là-dessus, je m'en bats. Je m'en bats quoi? Je m'en bats les oreilles. Oh là là, il s'y attendait pas. Un genre de gambit. Un espèce de gambit bizarre. Ah oui, c'est la Philidor. C'est ça, la Philidor. Attendez, la Philidor. Eh oui, c'est cette défense où il met ce pion devant le fou de case noire. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, mais on peut perdre. Hein. Handsome. Handsome, ça veut dire génial, non? Bah, t'es que 963 Hello. Hein. Calme-toi. C'est l'Égypte. Le Caire, nid d'espion. Imaginez ce joueur à 4 ou 5 000 km de là, sous une chaleur écrasante. Il est déjà 23 heures là-bas, peut-être. On entend au loin les klaxons de la circulation. Alors, ici. Ici, si je laisse pion, prend cavalier, prend dame, prend, je retourne un peu dans mes pénates. Je pourrais pousser aussi. Je vais mettre mon fou là. Non, bah non. On va pas se faire avoir. Voilà, on fait comme si on n'avait rien vu. Si je mets mon fou là, ouais, c'est ça. Voilà, cavalier prend. J'ai envie de retourner dans l'écossaise. Voilà, je vais lui doubler ses pions. Hein. Voilà, hop, ça c'est fait. Je vais développer mon fou de case blanche. Ah, il peut pousser là. S'il pousse là, je peux pas reprendre. Je vais être obligé de reculer mon fou. Je peux pas reprendre parce que mon roi est cloué. Si je prends du cavalier, c'est une erreur. J'y gagne rien, si. Cavalier prend, pion prend. Non, j'y gagne rien. Donc je suis obligé de reculer mon fou. C'est pas très grave. Bon là, on reprend du cavalier. Il n'y a que la dame... Ah non, on reprend pas du cavalier, enfin. Si je reprends le cavalier, il y a dame prend échec. Il a gagné un pion du coup dans cette histoire, mais oui. Varroquet. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que lui, il n'a pas encore roqué. Et ça, c'est pas génial de sa part. Il a peut-être un pion de plus. Mais moi, je commence à créer des menaces. Sérieuses. On va pousser simplement ce pion. Il va faire... Et pourquoi il veut pas prendre? Ah si, il peut prendre. Vas-y, prends le pion là. Qu'on rigole un peu.
Il contre l'attaque par une autre attaque. D'accord. Mais est-ce que ça change quelque chose? Si je prends du... Attendez. Pion prend. Pion prend. Pion prend. Et la dame peut pas s'en aller. Il y a le roi derrière. On va voir s'il va voir ça. Il a 963 Elo. Donc normalement, il devrait calculer ça quand même. D'ailleurs, il calcule. Ah, il enlève sa dame sur échec. Ça, c'est bien joué. Du coup, je dois retirer mon fou. Moi aussi. Et là, sa dame, elle a encore des cases. Elle peut revenir là. Est-ce qu'il peut grand rock? Oui. Il peut grand rock encore. Même si c'est quand même hyper ouvert ici. Mais il peut encore grand rock. Ah, il enlève sa dame. Ok, donc là, je vais prendre le... L'idée, c'est de prendre le pion. Et si son roi bouge pas, je menacerai la dame sur échec. Faut que je me méfie quand même. Ah, il peut échanger les dames. C'est ce qu'il va faire, je pense. Peut-être qu'il va échanger les dames. Ah non, il enlève son roi. Ok. Alors, du coup, ça change mes plans. Je n'ai plus de plan. Du coup, je n'ai plus de plan. C'est là qu'il faut réfléchir, du coup. Est-ce que l'échange des dames... Son roi, il est tout nu et tout bronzé. J'ai pas tellement envie d'échanger les dames. Mais je vois rien de bien cool à mettre sous la dent. Peut-être dame ici. Pour menacer quelque chose après, plus tard, avec la tour. Oh, mais il y a cavalier prend, quel con, j'ai perdu madame. Oh non, mais je le vois au pire, je le vois à la fin. Ah, bon, bah on a... Ah ouais, non, bah c'est bon, on peut abandonner. Ah, c'est dommage, j'avais la partie en main. Allez, on va parler politique, les enfants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous bien chez vous. Pourquoi je prends cette voix? Je sais même plus qui je suis. C'est vrai, je suis qui ce soir? Ah oui, Laurent Wauquiez. Le chef d'état-major des armées est-il allé trop loin en évoquant une menace russe à grande échelle d'ici 2030? Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, alors on est en risque. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à lui? Lui, il veut... Mais envoie-les tes enfants. Envoie-les, ça se dit ça? Du verbe envoyer? Ouais. Envoie-les tes enfants, on va regarder. Hein? Envoie tes enfants à la guerre, toi. Espèce de bourgeois, là. Eux, ils font pas la guerre, hein, les... C'est quoi, lui, il est chef d'état-major. Ouais, lui, il a sa carte, il joue à risque, il est avec des petites figurines en plastique, il fait... Allez, il joue aux échecs, quoi. Mais avec des vrais gens, avec des vraies personnes. Et il te dit qu'il faut qu'on doive accepter de perdre nos enfants face aux Russes. Hein, parce que les Russes, c'est la menace. Allez, casse-toi. Ah, oh tiens ah bah alors Raphaël Glucksmann, homme de gauche, s'il en fut, perdre nos enfants pour Raphaël Glucksmann, le général Mandon, a raison d'alerter la nation. Mais ferme ta gueule, Raphaël, et arrête de dire que t'es de gauche. Hein, surtout, arrête de dire que t'es de gauche. Donc les gens, hein, si vous voulez voter à gauche, votez pas pour lui. Votez à droite en votant pour lui. Merci.
Alors, c'était la... c'était la grande nouvelle du moment. Nicolas Sarkozy, le journal d'un prisonnier. Nicolas Sarkozy annonce la sortie de son nouveau livre. Ouvrage écrit par l'ancien président de la République sur son expérience de l'incarcération, sera publié chez Fayard le 10 décembre. Alors Fayard, pour ceux qui ne le savent pas, cette maison d'édition dont c'est une maison d'édition dont l'actionnaire principal est monsieur roulement de tambour Bolloré. Eh oui, comme par hasard. Alors on voit, t'as le mec, le melon du gars, parce que le titre n'est pas sans rappeler un certain livre de Victor Hugo qui s'appelle Le journal d'un condamné, que tout le monde, ou pratiquement, enfin que beaucoup ont lu au lycée sur le journal d'un condamné à mort. Mais mec, t'as fait 10 jours en tôle et t'es sorti, donc ferme ta gueule. Alors, mais en plus, attendez, j'ai une surprise, en exclusivité, sur la chaîne Échec et Politique, vous le verrez nulle part ailleurs. J'ai réussi à avoir un extrait, parce que j'ai le bras long, vous savez pas qui je suis, mais en fait, je suis pas... c'est pas Laurent Wauquiez là-dessous, j'ai le bras long, je connais du monde. J'ai réussi à avoir un extrait du livre de Nicolas Sarkozy que j'ai écrit, enfin que j'ai recopié sur un bout de... c'est quoi? C'est sur un filtre à café qui m'a été transmis de vive voix par un proche de Nicolas Sarkozy. Écoutez-moi ça, c'est du Rimbaud, c'est du Victor Hugo. Je fais l'accent. Est-ce que j'ai mis Sarkozy ou pas? Non. La porte de la cellule se referme derrière moi. J'entreprends alors d'escalader mon lit pour enfin mettre fin à cette journée terrible quand j'entends, du fond de la nuit, sordide, résonner un cri déchirant. Hé Sarko, la chatte à ta mère! Je vous jure si c'est écrit, ça dans le livre, parce que je sais pas, vous vous rappelez, sur TikTok il y a un mec qui s'était filmé qui avait crié ça, Sarko la chatte à ta mère. Je vous jure que si c'est écrit dans son bouquin, je l'achète. Allez, je l'achète, pour la blague, et je me torche avec. Ah là 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 là. Allez, on continue sur les brèves. C'est une brève en fait. Les banques françaises ferment les yeux. BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole et la Société Générale accusés par des ONG de financer la déforestation en Amazonie. Oh, les banques françaises qui financent des saloperies. Les banques qui financent des saloperies pour faire de l'argent? C'est étonnant ça, tiens. En pleine COP30. Ah oui, il y a eu un incendie d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu, vous irez voir, il y a eu un incendie à la COP30, truc très impressionnant. Pleine COP30, les ONG Reclaim Finance et Canopé reprochent à 4 groupes bancaires tricolores de participer à des transactions en faveur de 2 géants de l'agroalimentaire américain, Bunge et Cargill. Une zone déforestée en Amazonie colombienne le 14 avril 2023. Ouais, ça fait toujours mal. Je me souviens qu'à une époque, on disait que c'était un stade de foot par jour par jour ou par minute? Peut-être pas par minute. Ça se trouve, c'est par minute. Qui partait de la forêt amazonienne. On va voir un petit peu cet article. Il n'est pas très long. Ça peut être intéressant. Des banques françaises pointées du doigt en pleine COP30. Les ONG Reclaim Finance et Canopé ont reproché jeudi 19 novembre au groupe BNP Paribas. Ah ouais, on savait déjà. BNP Paribas, à une époque, ça sentait pas bon. Je me souviens, le patron de BNP Paribas, il y a une époque, il y avait des trucs sur lui. Mais c'était il y a 10 ans, donc je me rappelle plus. Banque Populaire et Caisse d'épargne. Ah bah. De toute façon, BNP, Caisse d'épargne, c'est le même boss. Crédit Agricole et Société Générale de financer 2 négociants de soja accusés de se fournir auprès de fermiers qui ont déforesté l'Amazonie au Brésil. D'après le rapport, les 4 groupes bancaires français ont participé à des transactions d'un montant de 10 milliards de dollars, 8,7 milliards d'euros en faveur des 2 géants de l'agroalimentaire américain Bunge et Cargill, on ne sait jamais comment ça se prononce l'anglais, entre janvier 2024 et août 2025.
Les banques françaises ferment les yeux sur la réalité du problème de la déforestation en Amazonie. Tu m'étonnes, surtout quand ça rapporte des milliards. A affirmé Andrea Hernandez, analyste de chez Reclaim Finance. Finance. Face au dérèglement climatique, il est urgent que les banques françaises ouvrent les yeux sur l'impact de la déforestation pour la planète et prennent des engagements sérieux. Ouais, parce que le général des armées, il nous dit qu'il faut qu'on soit prêt à sacrifier nos enfants à la guerre contre les Russes, là, mais il faut aussi prêt à sacrifier nos enfants dans le réchauffement climatique. Mais ça, il ne le dit pas. Pour parvenir à ces conclusions, les deux ONG ont comparé la localisation des zones déforestées en Amazonie cartographiées par le réseau MAP Biomass, qui surveille par satellite l'occupation des sols, et celle des entrepôts de Bunge Cargill, recensés par les cadastres brésiliens. Les associations ont remarqué qu'à 273 reprises, ces silos étaient situés à moins de 50 km de fermes implantées sur des champs déforestés, suggérant que Bunge et Cargill s'y approvisionnent. En fait, ils massacrent de la forêt amazonienne pour faire pousser du soja, quoi. Vache. Lourd. Genre, ça se trouve, là-dedans, il y avait des espèces qu'on a... je crois des fois, il y a des microbiomes et tout, donc... Enfin, ils tuent des insectes qu'on n'a jamais vus. C'est pas grave. Dans le soja, c'est plus important. Du côté des banques... Les banques se défendent. Du côté des banques françaises, toutes assurent avoir pris des engagements pour lutter contre la déforestation. Ah ouais? BNP Paribas a affirmé à l'AFP que ses clients devaient avoir mis en œuvre l'objectif zéro déforestation d'ici à fin 2025. Bah, maniez-vous les mecs, hein. Il reste plus beaucoup là. La conformité des clients avec cette politique sera évaluée courant 2026, a-t-elle précisé. Du côté du groupe Société Générale, la politique de lutte contre la déforestation inclut des critères d'exclusion spécifiques pour les clients opérant dans les chaînes de valeur du soja en Amérique du Sud, a affirmé l'entreprise. Des critères d'exclusion spécifiques. Donc en gros, ils font ce qu'ils veulent. Le Crédit Agricole a également annoncé avoir pris des engagements zéro déforestation et suivre leur mise en œuvre auprès des clients. Le groupe BPCE a quant à lui vivement critiqué le travail des deux ONG. Ah bah évidemment, la meilleure défense, c'est l'attaque. Fustigeant des chiffres invérifiables sans méthodologie explicite ni preuve apportée, et ajoute qu'il publiera sa démarche sur la déforestation fin 2025. Enfin, les deux négociants Bungie, ah non mais ça doit être Bungie en fait, et Cargill assure, mais Bungie c'était un studio de jeux vidéo, hein. Et Cargill assure avoir aussi pris des engagements pour éliminer la déforestation d'ici à fin 2025. Malgré ces déclarations, ces financements montrent la faiblesse, voire l'absence des engagements des banques sur la déforestation, assurent les deux ONG dans un communiqué. Les limites de la COP 30. Pléonasme. C'est marrant, hein. La première COP, c'était à Paris, c'était en 2015, c'est ça, hein, COP 1. Ah non, bah non. Il y en a plusieurs. Je me trompe. Bah non, du coup. Bon, bref. Ces accusations interviennent alors que les dirigeants de toute la planète sont réunis en Amazonie, à Belém, pour la COP 30. La défense des forêts tropicales, qui joue un rôle majeur contre le réchauffement climatique via l'absorption de carbone, est au cœur des discussions qui doivent s'achever vendredi. Un fond, ouais, ça absorbe du carbone, les forêts tropicales, mais je sais pas moi, 1 kilo de charbon qui est brûlé. Le temps qu'il faut pour fabriquer du charbon, pas du charbon de bois, hein, du charbon, ça s'est fait en des millions d'années. Je veux dire, ce que récupère la forêt amazonienne, enfin, c'est peanuts, quoi. Et puis, mais c'est pas uniquement pour le réchauffement climatique qu'il faut la sauver, il faut surtout la sauver pour la biodiversité. Un fonds de lutte contre la déforestation a déjà été annoncé par le président brésilien Lula. Mais ceci n'est qu'un côté de la médaille et son impact semble illusoire, tant que rien n'est prévu pour mettre fin aux financements qui vont directement aux activités qui causent leur destruction. Mais en fait, on tape sur des paysans qui déforestent. En fait, c'est leur seul moyen de survivre de cultiver du soja. Pas à cause de notre système capitaliste de merde où il y a de la plus-value, mais de dingue sur le soja, je pense. Entre le mec qui cultive le soja et le lait de soja bio, ou pas bio, ou je sais pas ce qu'ils foutent avec du soja, à part du lait. La salade de soja, moi je me souviens on avait ça à la cantine, la salade de soja. C'était dégueulasse. Je
sais pas ce qu'ils foutent avec leur soja, mais à mon avis, la plus-value, elle doit être énorme. Sans parler de tout ce qui est jeté, parce qu'on sait très bien que le capitalisme au niveau alimentation, bah, ça jette beaucoup. Hein. Il paraît que... Il y a un livre que j'ai pas lu de Steinbeck, c'est Les raisins de la colère, pendant la crise financière de 1929. Il brûlait du raisin, des tonnes de raisin. Parce que ça pouvait pas se vendre à cause de leur économie de merde là, de capitalistes. Et si un moratoire signé en 2006 a banni la commercialisation... On est dans un monde absurde. Des choses absurdes se passent tout le temps. Et c'est validé par la logique du système. Et si un moratoire signé en 2006 a banni la commercialisation du soja issu de terres déboisées en Amazonie après 2008, le poumon de la planète subit toujours des destructions importantes liées à l'agrobusiness. Dans ce contexte, Reclaim Finance et Canopé appellent les banques françaises à prendre des engagements sérieux de lutte contre la déforestation et à ne plus financer les entreprises qui participent. Bah ouais, on aimerait bien. Surtout que c'est un peu mon pognon qui participe à ce business de déforestation, puisque moi aussi j'ai un compte dans ces banques, comme à peu près tout le monde, quoi, en France. Alors, France Info toujours. En Corée du Sud, des centaines de milliers de jeunes arrêtent de travailler, épuisés par les mauvais salaires et la pression hiérarchique. Oh bah voyons. Comme c'est bizarre. Le travail rend libre. Je croyais que le travail rendait libre. Il avait dit Nicolas Sarkozy, hein, il avait paraphrasé Auschwitz. Arbeit macht frei. La Corée du Sud s'inquiète pour ces jeunes qui décident de faire une pause dans leur vie professionnelle et arrêtent volontairement de chercher un emploi. Malgré leurs très bons diplômes, ils sont maintenant des centaines de milliers dans cette situation. Bah ouais. On en a marre d'avoir des vies de merde. Ça vous dérange ? Hein ? C'est long ou pas ? Non, c'est tout court. On va pouvoir approfondir. D'après les statistiques datant du mois d'octobre 2025, la Corée du Sud compte maintenant 736 000 jeunes officiellement en repos. Un nombre qui a explosé depuis la crise Covid. Il ne s'agit pas de chômeurs en recherche active d'emploi ou bien de cadres qui auraient pris un congé sabbatique. Ce sont réellement des personnes âgées entre 20 et 39 ans qui ont abandonné l'idée de travailler. Mais putain, mais c'est mes héros, eux, oh ! Pourquoi on n'a pas ça chez nous, là ? La plupart ont de bons diplômes, beaucoup sortent même des grandes universités de Séoul. Ouais, mais enfin, faut pouvoir, quoi. Comment ils peuvent ? Déçus par leur dernier travail, épuisés à l'idée de passer des entretiens pour un nouveau poste, tu m'étonnes. T'es jugé là, les gars, ils te dominent. Dans un entretien d'embauche, ils te dominent là. Même dans les examens à l'oral, là, quand tu passais des examens à l'oral, t'es dominé. T'es là, t'es en position de soumission, t'es assis, ils sont 5 devant toi. Il y en a un qui fait tourner son stylo comme ça, l'autre qui regarde dans l'air, il y en a un qui baille pendant que tu parles. Mais nique ta mère! Ah putain, c'est la salle de torture, quoi. À quoi ça sert? Donc déçus par leur dernier travail et épuisés à l'idée de passer des entretiens pour un nouveau poste, ils expliquent qu'ils sont en pause pour un temps indéfini. Ils pointent surtout les très mauvais salaires, la pression de la hiérarchie ou alors le climat entre collègues de travail. Bienvenue sur Terre, camarades. Une forme de burn-out pour ces jeunes Coréens qui estiment également ne pas être récompensés de toutes ces années passées dans un système éducatif coréen ultra compétitif. Ah ouais, non mais là-bas c'est suicide sur... C'est comme au Japon. Si c'est comme au Japon, c'est suicide sur suicide, des mecs qui restent enfermés dans leur chambre et tout, qui veulent plus sortir, des cums qui tombent amoureux de leur Tamagotchi, enfin c'est la folie. Où ils ont dû bachoter à l'école, puis dans les cours de soutien tous les soirs et même le week-end, comme en prépa. Pour les sociologues, c'est presque une rébellion passive. Bien joué les mecs. Bah ouais, les vieux, ils se font entretenir par leurs parents. Aucune... tu restes chez tes yeux et tout. Quoi, vous allez me mettre dehors? Mais attendez, j'ai une crise d'angoisse. Un enjeu économique majeur pour la Corée. À l'échelle individuelle, je me moque pas des crises d'angoisse, hein, je connais. À l'échelle individuelle, malgré les tensions dans les familles, ces jeunes qui font une pause ne sont pas un problème. Mais à l'échelle nationale, c'est plus difficile. Ah ouais, donc les parents, ils sont contents, ils ont toujours leurs petits jeunes à la maison, tu vois. Et il les aide, il fait un peu la vaisselle et tout, ça fait de la compagnie. Ça se trouve, c'est les parents retraités, quoi. Alors que le pays vit déjà un terrible effondrement démographique, bah oui. Ces jeunes constituent des cadres perdus pour les grandes entreprises et également de l'activité économique en moins. Pour une fois, c'est les riches qui douillent là, hein. La Fédération des industries coréennes a fait le calcul. Elle estime que ces jeunes en repos
ont coûté entre 2019 et 2023 plus de 44 milliards de won à l'économie coréenne, soit environ 27 milliards d'euros. Donc vous avez vu les jeunes Français, hein, si vous aussi vous en avez marre du management toxique et que vous avez des parents qui veulent bien vous loger, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le gouvernement coréen assure que les équipes du ministre du Travail vont essayer de créer un dialogue direct avec chacun de ces jeunes en repos pour trouver une solution adaptée et les faire revenir un à un sur le marché du travail. Les fonctionnaires proposent notamment maintenant des sessions pour les réinitier doucement de manière virtuelle à la communication en entreprise et au travail en collaboration sans aucun stress. La vache. Déjà le travail en collaboration, tu sais, les trucs qui te filent des boutons dans les réunions, tu sais. Bon, on va faire du team coaching, on va faire du travail en collaboration. Oh non, putain. Ouais, on va... ouais, bon, alors j'ai ramené des post-it et vous allez écrire dessus des mots qui vous font penser à l'entrepreneuriat. Ta gueule, grosse pute. Ta gueule, pédé. Oh, non, bah non. Ta gueule. En plus, je suis pas du tout homophobe. Ils sont forts dans les entreprises. Oui, il faut être... Et ça nous vient des nazis. Hein. Ils avaient les cadres nazis pendant avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient des open space. C'est eux qui ont inventé l'open space. Faut lire Libre d'obéir de Johann Chapoutot. Je conseille. C'est un livre sur le management nazi. Et en fait, beaucoup de cadres nazis après la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été jugés ou exécutés ni rien du tout. Ils sont devenus des coachs, quoi, des coachs, des managers, des coachs en management. Notamment un qui est devenu un grand coach, qui a créé une école de management et qui a travaillé pour Porsche et tout. Ah ouais, non, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. Le capitalisme, c'est du bonheur. Attends, qu'est-ce qu'ils disent les commentaires? Ah ouais, attention les commentaires, parce que la France est un pays de droite, donc accrochez-vous. Ah, on a quand même ces jeunes sont la fierté de l'humanité. Bien. Le confinement du monde en 2020-2021 a rendu les jeunes allergiques au travail. Oui, bah tant mieux. Les enfants maltraités ne pardonnent jamais. Bien. Les Coréens devraient investir dans les sciences humaines, sociologie, anthropologie, psychologie. Pourquoi? Pour les faire changer? Ils ont raison, les Français devraient faire de même. La vache! Stopper le travail, ça signifie ne plus recevoir de salaire, plus d'argent pour le loyer, les frais quotidiens, comment vivent-ils? Retournent-ils chez un parent? Bah oui, c'est ça, je pense. C'est ça, Assim. Corée du Sud est un pays d'esclaves et dire que c'est ce type de société qui fait saliver des droitards français. Mais je reprends espoir! Ça fait 5 commentaires qu'on lit, c'est que des commentaires qui ont du sens. Mais attends, je croyais que France Info, ça se transformait en CNews. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle de ça. Pressurer les gens dans des boulots idiots derrière un ordinateur qui ne se vous laisse aucune pause finit par laisser des traces. Il faudra apprendre à faire des choses concrètes plutôt que de suivre des plans et des idées stupides. Quel gâchis, il ne faut jamais oublier dans quel but on travaille. Tu vois, finalement, j'ai été médisant par rapport aux Français. Hein. Quelque part, il y a un malaise chez tout le monde par rapport au travail. Hein. Voilà, alors que c'est censé être une valeur, tu vois. La valeur travail, il faut travailler. Ouais, c'est ça, il faut travailler, mais pour qui? Et pourquoi? C'est ça la question. Allez, 20h38, petite pause échiquienne, c'est reparti. On a une victoire, une défaite, c'est ça? Ou 2 victoires, une défaite, je ne sais plus. Attention, on est à 947 Elo et on joue contre C.J. Donnelly, un Américain ou une Américaine. Et on a les noirs. Et ça joue vite. La variante d'avance, je sors mon fou. Ça joue très vite en face. Ça joue hyper vite. Mais est-ce que ça joue bien? Ah ça y est. Commence à réfléchir. Ouais. Cavalier. Bah c'est classique. Bon. J'attaque la chaîne de pions. Hein. Dans la variante d'avance, on veut briser cette chaîne de pions. Lui aussi d'ailleurs.
Bah là, je vais pas me priver. Quoique. Parce que là, si j'échange mon fou, il va développer sa dame. Et j'ai pas tellement envie qu'il développe sa dame. Donc il me double les pions, mais c'est pas grave. Parce que ça ouvre ma tour sur cette colonne. Ok. Ça, je suis pas convaincu que ce soit un très bon coup de sa part, mais bon, je peux me tromper. Ok, il me laisse prendre le pion. Je vais pas me priver. Il me donne son cavalier, c'est ça? Est-ce que c'est un piège? Non. Il prend ce pion. Je vais reprendre du fou peut-être. Ça me fait développer une pièce. Quand quelqu'un joue vite, c'est pas la peine de jouer vite en face. Hein. Ça, c'est un mauvais réflexe. Il veut me. Là, j'échange tous les jours. Il veut m'emmener dans sa farandole. Il veut m'emmener dans sa vitesse de jeu, mais moi, ça m'intéresse pas. Bien. J'échange les dames tous les jours. Et je récupère ce pion. Et j'attaque celui-là. Ok, je réattaque le pion. Il le défend, évidemment. Alors. Je vais mettre mon cavalier là. S'il prend, je reprends du roi tous les jours aussi. Peut-être qu'il va viser la nulle. Viser la nulle. Ça ne fait pas peur. Bon, bah on est pas mal, hein. J'ai mon roi. Ça, c'est dangereux ou pas? Je vais doubler les tours, je vais attaquer par là. Comme un gros bœuf. Bah, je prends du coup. Ok. Ouais, mais ça, c'est nul, mon pote. Alors. Ouais, bon. Allez, c'est parti. Là, go faire une dame, en fait. 7 minutes, on a le temps. Je sais pas pourquoi je vais pas me speeder. Bien, bien, bien. Ça va sinon? C'est calme. Faudrait que je mette de la musique. J'ai peur de me faire straquer. Si quelqu'un voit cette vidéo quelque part dans un univers parallèle où je suis encore vivant et que la chaîne existe encore, ce qui est pas forcément une. Euh,
Eh ben, dites-moi, mettez un commentaire quelque part pour me dire quelle musique je peux mettre, comment ça marche. Parce que, je sais pas, j'ai peur de me faire strike, comme au bowling. Alors dites-moi, pourquoi elle aime un autre que moi, et pas moi. Dites-moi, dites-moi. Bon, faut que je me méfie ou pas? Non. Allez, on va le mater avec le roi et la dame. Parce qu'on est des oufs. On a le temps en plus. Ou alors je fais 2 dames. Ah ouais, j'ai la flemme. Franchement, j'ai trop la flemme. Je vais faire 2 dames, je suis un feignant. Et je pouvais mater avec... j'aurais dû mater avec la tour. Bon, c'est pas grave. Allez. Ok. Eh bien, c'était la petite pause échiquienne et on a encore gagné. Est-ce qu'on va arriver au 1000 élo? Allez, il est 9h47 et je me laisse le petit dernier quart d'heure sur France Info. Je voulais qu'on parle de France Info ce soir parce que France Info, ça commence à sentir un peu la droite quand même. Hein. Regardez ça. Ça, c'était sur CNews. Et regardez ça. Gilbert Collard, mémoire d'un avocat sans filtre. Ben non, mémoire d'un avocat d'extrême droite, pas sans filtre. Zoran Mandani, un modèle à suivre pour les insoumis. Et elle avait dit des fake news en disant que... il avait dit des trucs, vive le Hamas... Enfin, je sais plus ce qu'il avait dit. Je vais pas sortir de fake news, de contre-fake news. Donc, on va s'intéresser à ça. Ça va nous prendre un petit peu de temps. On va peut-être pas tout lire quand même. Hein. La vache! Mais on va lire une bonne partie de l'article. Parce que, en fait, chez France Info, on n'est pas tous d'accord, apparemment, sur le fait que ça devienne comme CNews. La chaîne est sous le feu des critiques depuis qu'une de ses journalistes a accumulé les erreurs à propos du nouveau maire de New York, Zoran Mandani. En interne, plusieurs salariés dénoncent d'autres dérives et la place toujours plus grande accordée aux opinions et non aux faits, évidemment. Si j'ai pu heurter les auditeurs et les téléspectateurs, je m'en excuse. Ah, des excuses, toujours des excuses, mais c'est trop tard. Il aura fallu une longue semaine pour que la chaîne d'information France Info fasse son mea culpa. Dimanche, dans l'émission Questions politiques, la journaliste Alix Boulaguet est revenue sur ses propos tenus 7 jours avant s'agissant du nouveau maire de New York, Zoran Mandani. Il n'y a eu aucune intention partisane, aucune volonté de déformer les faits sur des questions qui sont effectivement extrêmement complexes, a-t-elle expliqué. On dirait Oudéa Castéra quand on l'avait topé, qu'elle avait dit que ses gosses, sa maîtresse n'était pas remplacée alors qu'en fait, elle n'avait jamais été absente. Les mêmes genres de phrases. Bon, je n'ai pas menti, mais les faits ne m'ont pas donné raison. On s'en souvient, Oudéa Castéra. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus c'est quoi son prénom. Ah, c'est là que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider là. La semaine précédente, lors de l'interview dominicale de France Info animée en partenariat avec France Inter et Le Monde, la journaliste avait enchaîné les erreurs face au député La France Insoumise, Manuel Bompard. Elle accusait notamment Zoran Mandani, ouvertement pro-palestinien, d'avoir repris le slogan « Mondialiser l'intifada », en clair faire la guerre aux juifs partout dans le monde, et de botter en touche lorsqu'on voulait savoir s'il condamnait les attaques du 7 octobre. « Est-ce que ça ne vous choque pas ?» demandait-elle à l'élu insoumis.
L'édile new-yorkaine n'a pourtant jamais repris à son compte un tel slogan et a bien condamné le 7 octobre en dénonçant des crimes de guerre. Alors une information exacte, a poursuivi Alix Boulaguet, refusant de reconnaître ses erreurs, pourtant pointées immédiatement par le député. Ben oui, c'est KLFI, ça bosse. Hein. Il lève des fonds pour l'UNRWA, une agence onusienne accusée de collusion avec le Hamas. Une enquête internationale a pourtant conclu qu'il n'y avait pas de preuve de collusion entre le Hamas et l'UNRWA, agence par ailleurs toujours financée par la France. Elle est vraiment nulle, hein. Ah putain, un livre de Michel Onfray. Oh là là. Je fonds. Ah non, pas lui. Alors lui, hein. Oh, un jour, il faudra qu'on en parle. Hein. Ah, purée. Une semaine plus tard, donc, Alix Boulaguet a reconnu des formules imprécises et parfois inexactes et a assuré qu'il n'y avait aucune intention partisane et aucune volonté de déformer les faits. Imagine un prof d'histoire qui dit « Ouais, la découverte de l'Amérique, par Christophe Colomb, bah, ça devait être en 1715, hein, par là. Ah, c'était 1492 ? Ah bah autant pour moi, je me suis trompé. » La rigueur de l'information est notre valeur cardinale, a rappelé la présentatrice de France Inter, Alexandra Ben Saïd. Ouais, ça doit être Ben Saïd. Tout en dénonçant le harcèlement en ligne subi par sa collègue. Bah oui, mais bon, harcèlement en ligne, ça va durer une semaine, hein, ça va, elle avait qu'à pas dire de la merde. Hein. Cette réaction jugée tardive n'a pas réussi à faire taire les critiques d'élus ou des militantes LFI, mais aussi de journalistes de la rédaction elle-même. En interne, plusieurs salariés contactés par Mediapart qui ont préféré conserver l'anonymat dénoncent des erreurs à répétition, une direction muette et interrogent la place de l'opinion sur leur antenne. Une rédaction divisée. Dans la foulée de cette interview, la direction de France Info n'a pas communiqué avec ses équipes ni organisé de réunion et a laissé les syndicats s'exprimer les premiers. Une des journalistes éditorialistes de France TV a bafoué les règles déontologiques en déroulant des fake news face à un député de la France Insoumise, a ainsi dénoncé la CGT de France Télévisions dans un communiqué. C'est l'invité politique qui devient journaliste en rétablissant les faits tandis que l'intervieweuse enchaîne les fausses informations. C'est vrai que c'est chaud quand même. La chaîne, elle, s'est d'abord contentée de publier un rectificatif brut des propos sur le site de France Inter. Sans aucune excuse pour les auditeurs ni explication, dénonce un journaliste. Nous n'avons pas pris la parole devant les équipes car ils sont 140 sur des horaires différents, défend le directeur de l'information, Romain Messi. Ah bah lui, je sais pas s'il marque des buts, mais en tout cas, un peu nul en information. Voilà, c'était ma vanne. Mais nous avons rencontré la Société des journalistes. La Société des journalistes, waouh, ça fait très cercle des poètes disparus, ça. Qui nous a confirmé que la rédaction était clivée sur le sujet. Selon l'ancien rédacteur en chef de l'émission 28 minutes sur Arte, la direction a eu la réaction qu'il fallait. What ? C'est qui ce rédacteur ? Pourtant 28 minutes... 28 minutes, c'est compliqué quand même. C'était normal de reconnaître des erreurs et des inexactitudes, mais cela ne justifie pas la chasse en meute et les menaces subies par Alix. Oui, bien sûr que ça ne justifie pas des menaces, ni des chasses en meute. Mais est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'on lui a pas dit « mais t'es nul, t'as dit de la merde ?» C'est parce que c'est vrai, elle a été nulle, elle a dit de la merde. Au sein de la rédaction, en effet, rien ne fait l'unanimité. Il y a 3 camps. Ceux choqués par ses erreurs, qui auraient voulu des vraies excuses et une véritable remise en question, décrypte un salarié. Une majorité frileuse qui ne dit rien. Et une partie qui défend Alix Boulaguet, notamment depuis qu'elle est harcelée. Après son passage télé, l'éditorialiste a en effet reçu de multiples insultes, poussant la SDJ, la Société des journalistes, de la chaîne à préparer un communiqué de soutien. Il ne sera finalement jamais publié. Ouais, mais non, faut pas abuser non plus. Une première version rédigée le 14 novembre condamne fermement les attaques reçues par leurs collègues, tout en regrettant les intox diffusés à l'antenne. Chacun est libre d'exprimer une opinion sur une interview. Et malgré des erreurs factuelles ou des propos en l'état contestables, aucune critique ne saurait justifier des attaques personnelles ou des menaces. Pouvait-on lire avant qu'une partie de la SDJ refuse que l'instance mélange soutien et mea culpa ? Oui, mais le problème, c'est que, en fait, cette excuse de menace, tout ça, ça n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Dans les années 80, tu disais une fausse information à la télévision, bah, tu te faisais défoncer par tes pairs. Et on te disait, mais qu'est-ce que t'as fait ? Il n'y a pas de... Là, les attaques personnelles ou les menaces, c'est des tweets, en fait.
Bon, après, il y a peut-être des messages perso, tout ça, mais c'est la conséquence des réseaux sociaux. En cause notamment la crainte omniprésente d'être ciblé par l'extrême droite et CNews en croisade contre l'audiovisuel public. Non mais là, ils doivent être contents, l'extrême droite. Elle tape sur le maire de New York, qui est pro-palestinien. N'en doutons pas, CNews et compagnie auront rapidement le résultat de ce vote. Nous sommes scrutés et observés. En reconnaissant publiquement des erreurs factuelles, on crée un précédent. La SDJ valide les critiques faites par les attaquants, alerte un journaliste de la rédaction sur une boucle WhatsApp consultée par Mediapart. Ils sont trop forts. La phrase sera la seule retenue sur les réseaux et par certains médias. Si vous mettez le mot erreur, j'imagine déjà l'édito de Pascal Pro, s'alarme un de ses collègues. Bah ouais, mais eux, CNews, CNews, les fake news, ils en sortent au kilomètre. En réponse, une partie de la SDJ rappelle, enfin je pense, hein, enfin surtout de toute façon ils disent que de la merde, donc qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils disent CNews quoi. En réponse, une partie de la SDJ rappelle au contraire le devoir d'exemplarité du service public. Oui mais c'est trop tard, c'est trop tard. Il y a aussi les téléspectateurs qui perdent confiance en nous dans l'histoire, dit l'un. Bah oui, vous invitez Michel Onfray. Vous invitez Michel Onfray. Voilà, fin de l'histoire. Dit l'un quand un autre estime qu'il est de leur responsabilité déontologique de rectifier ce genre d'erreur. Pascal Pro n'a pas attendu les communiqués de la SDJ pour mener campagne contre l'audiovisuel public, pendant que la chaîne était au même moment ciblée pour diffuser un sondage erroné. Ah oui, les mecs ne savent pas se servir d'Excel. Ils n'ont pas appris à servir d'Excel en quatrième. Ils ont sorti un sondage. Attends, on l'a. Ils ont sorti, voilà, c'est ça. Ils ont sorti ce sondage. Cherchez l'erreur. Bardella, 35%. Édouard Philippe, 19%. Déjà ça va pas. Parce que il devrait être à la moitié, même plus. Et là, il est pas. Bref, mais c'est pas ça le pire. Attends, je sais plus où c'est, mais c'est. Là, 6,5 et 5,5. T'as un écart comme ça pour 1%. Là, 12 et 3. Enfin, 6%. Là, 4, il est juste à côté du 6. Le 5,5, il y a deux 5,5, c'est pas les mêmes. Mais ça passe à la télé. Mais qu'est-ce qui se passe, France Info? Nous n'avons plus de retour. Ah non, mais mais Excel, quoi. Tu mets tes données dans Excel, il te sort un graphique tout seul. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ils sortent des graphiques comme ça. Et c'est le service public. Évidemment que c'est nous, ils vont se foutre de votre gueule. Très divisé, la SDJ décide de voter pour savoir laquelle des 6 versions rédigées est à retenir puis se ravise. Là encore, la crainte de ce que pourra dire la galaxie Bolloré en terrorise plus d'une ou d'un. N'en doutons pas, CNews et compagnie auront rapidement le résultat de ce vote. Nous sommes scrutés et observés. Ils nous ont défoncé toute la journée aujourd'hui. S'inquiète un membre de la SDJ. Nous avons une cible dans le dos. Politique. Ben vous aviez qu'à garder votre ligne que vous aviez éditoriale et pas faire venir deux chroniqueurs de CNews et de vous droitiser comme n'importe quelle chaîne d'information aujourd'hui, quoi. Nous avons une cible dans le dos, politique, idéologique et professionnelle. Delphine Ernotte, dans sa dernière interview, laisse entendre qu'il y aurait des postes à supprimer si France Info devient un boulet. Croyez-vous que nous passerions entre les gouttes? Finalement, quelques journalistes posteront des messages personnels pour soutenir Alix Bouliaguet, mais aucun communiqué ne sera rédigé. Ah ouais, il y en a quand même qui sont avec elle. Hein. Des polémiques à répétition. Elle a fait une erreur. Ceci dit, elle a peut-être vraiment fait une erreur. Hein. Peut-être qu'elle croyait vraiment à ces trucs. Ben, dans ce cas-là, tu bosses mieux, quoi. L'émotion est compréhensible face au cyberharcèlement dont Alix est victime. Mais il reste tout de même plusieurs interrogations, témoigne un salarié auprès de Mediapart. Qui a validé ces questions? Quel a été le mécanisme de validation? Et qu'en est-il des autres propos problématiques diffusés à l'antenne? Les deux rédactions qui diffusent questions politiques se renvoient en effet la balle. Sur son site, France Inter s'est défaussé sur France Info en précisant que les journalistes extérieurs devront désormais s'aligner sur des procédures de vérification éditoriale. Côté France Info, on rappelle que la présentatrice de France Inter n'est pas non plus intervenue pour corriger les infox de sa consoeur et qu'avant l'émission, toutes les questions avaient été relues. Ouais, bon, ça c'est du détail journalistique.
Mais oui, mais voilà, sur France Info, on avait déjà eu, par exemple, des trucs de fou, genre Gaza, Côte d'Azur, et si c'était possible, il faut un sujet là-dessus. Des chroniqueurs de CNews à la rescousse. Voilà, on l'a vu, hein. Peu de journalistes ont donc compris le choix d'installer le pour et le contre. Cette nouvelle émission arrivait de nulle part. Diffusée puis la rentrée, présentée par Claire-Elisabeth Beaufort, et elle réunit chaque week-end les essayistes et anciens chroniqueurs de CNews, Nathan Dever et Paul Melun, pour 30 minutes de débat et 30 minutes d'interview. Non mais il faut qu'il y ait tout le monde, il faut qu'il y ait la pluralité des opinions. Le 19 octobre, Michel Onfray est reçu en majesté. Oh putain, pas lui. Et peut évoquer la théorie fausse et raciste du grand remplacement. Et allez, qui va avoir lieu, et allez, sans jamais être contredit, et allez, le 27 septembre, c'est l'écrivain Jean-Marie Roy qui profite de son passage pour qualifier la décision de condamner Nicolas Sarkozy de coup d'état judiciaire. Et allez, traitant au passage des magistrats de casse néfaste pour la démocratie. Et allez, donc le prochain qui me dit que c'est pas vrai que France Info devient ce CNewsies, c'est vachement dur à dire, ce CNewsies, eh ben je lui dirais qu'il a tort et qu'il aille voir ailleurs si j'y suis. Parce que je suis comme ça, moi je suis Laurent Wauquiez, je suis un fou dans ma tête. Alors, que se passe-t-il? On se demande parfois si la chaîne ne prépare pas l'arrivée du RN au pouvoir, sans déconner. Attendez, c'est pas France 2? France 2, c'est le service public aussi. C'est comme France Info. Ils ont accueilli Bardella, en majesté. Jordan Bardella. J'ai pas écrit un bouquin, mais c'est... J'ai écrit un bouquin que j'ai pas lu, c'est le deuxième. Oh, dire que c'est les meilleures ventes en France, c'est ce bouquin de Bardella, là, de l'autre Philippe de Villiers, là. Je pense qu'on est en train de se faire arabo-politiser. Et l'autre con, là, aussi, Éric Zemmour. C'est ça les meilleures ventes de livres en France. Eh ben, bravo! Oh là là, hein, ça fait désespérer. Hein. Alors qu'il y a des pays là qui sont en plein boom économique. Hein, l'Espagne, plein boom économique. Et le Portugal aussi, je crois. En tout cas, l'Espagne, c'est sûr, ils sont en plein boom économique. Ah, c'est bizarre, mais qui est-ce qui dirige le pays? Ah bah c'est la gauche. Bah dis donc. Ah bah c'est con, hein, mais je croyais que ça allait être le chaos et l'anarchie, c'était la gauche. Non, c'est Podemos. Apparemment, bon, je connais pas en détail si c'est vraiment de la gauche-gauche ou si c'est de la gauche molle, mais en tout cas, ils sont en boom économique. Comme, tiens, bah, c'est bizarre. Enfin voilà, donc ça se droitise partout, ça se droitise sur les campagnes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, ça se droitise également sur France Info. Voilà, je vous laisse avec ce magnifique Laurent Wauquiez en 2 dimensions. C'est du deepfake. Pourquoi ça déborde? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. C'est du deepfake made in France. Donc ça veut dire que c'est pas terrible. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à celle ou à celui qui est resté tout le long. S'il y a un spectateur, donc si un jour ça marche, je ferai ériger une statue. Si je deviens milliardaire, mais je serai jamais milliardaire, j'ai pas envie. En tout cas, merci à celles et ceux qui passent de temps en temps, qui regardent les rediffs, la VOD. N'hésitez pas à me suivre si ça vous a plu, si ça vous a fait rigoler, si ça vous a fait pleurer également. Et ça devrait vous faire pleurer, oui. Je suis... J'arrive pas à vous dire au revoir. Allez, gros bisous, bon week-end. Et on se voit mercredi si tout va bien. Ciao.